Bonjour et bienvenue au livre audio de Les Anges Cassés de Lynn Vanier, lu par moi, le magnifique Hugo Bertium. Chapitre 3. Bienvenue chez Blue. Ça alors, tu vis dans la rue depuis 2 ans? Je peux pas le croire. Blue se contente de hausser les épaules. Raphaël poursuit. Tes parents ne te recherchent même pas? Quels parents, l'ange? Ceux qui m'ont mis au monde? Ceux chez qui m'ont m'a placé? Et parmi eux, lesquels? Les premiers? Les quatrièmes? Les huitièmes? Ou peut-être faudrait-il s'attendre à ce qu'un éducateur d'un centre d'accueil se souvienne de moi et s'interroge sur mon sort? L'adolescente rit jaune, dissimulant sous le couvert de la dérision le sentiment de profonde solitude et d'abandon qui l'envahit dès qu'elle aborde ce sujet. De toute façon, peu importe, me voilà majeur maintenant. Plus personne ne peut me dire quoi faire. Je vis où je veux, comme je veux, avec qui je veux. Ce disant, Blue redresse les épaules et affiche un air qui semble clamer. Et ne t'avise pas de la contester, Raphaël hoche la tête. Blue enchaîne. Pour l'heure, nous devons nous occuper de toi. Pas d'argent, pas d'auberge, même de jeunesse. Allons récupérer tes affaires. Je t'invite dans mon château. L'adolescent accepte cette proposition avec reconnaissance. N'ayant aucune envie de coucher à la belle étoile dans un jardin public, comme le soir de son arrivée, il a tout fait de ficeler son sac à dos. Quand Raphaël quitte l'auberge, il retrouve cette impression de plonger dans l'inconnu. Ce que je m'attache vite, se dit-il en lui-même moqueur. Il songe à sa crainte au moment de descendre dans l'autobus le premier soir. Puis, à sa sortie du bosquet le lendemain, enfin au semblant de normalité dont il avait profité pendant 2 jours, alors qu'il pouvait s'offrir un lit au chaud et au sec. 2 jours durant lesquels il était presque parvenu à se considérer comme un vacancier désinvolte, un vilain garnement faisant l'école buissonnière. Rien de grave. Aujourd'hui, tout bascule. En suivant Blue à travers les rues de plus en plus délabrées, Raphaël croit entendre des amours se fracturer avec fracas. Il s'étonne que les passants ne se retournent pas sur ce vacarme mais en conclut que les chaînes qui se rompent se trouvent à l'intérieur de lui. Fine mouche. Blue perçoit le désarroi de son ami. Elle serre sa main dans la sienne. L'adolescent s'accroche à elle comme à une bouée de sauvetage. Il arrive au squat un peu avant midi. Les yeux écarquillés, Raphaël encaisse comme un coup de poing la vision de l'immense immeuble désaffecté. Quelques rares fenêtres aux carreaux systématiquement cassés. Des murs lézards couverts de graffitis. AIDS loves you dead. Des barreaux rouillés. Des panneaux de bois placardent les portes et les autres ouvertures. Blue se faufile à travers une clôture grillagée, éventrée à une plaie béante qui ne parviendra jamais à cicatriser. Raphaël ne la lâche pas d'une semelle. La jeune femme se glisse ensuite entre le mur et un assemblage de planches disjointes, ne tenant plus ensemble que par quelques clous crochus qui dépassent dangereusement. Le sac à dos de l'adolescent s'y déchire sur quelques centimètres. Raphaël s'efforce de ne pas y lire un mauvais présage. Elle se retrouve dans une grande nef pierreuse et poussiéreuse. Dans les rayons de lumière qui la transpercent, on voit flotter d'innombrables particules. Juste à les regarder, l'adolescent doit combattre une folle envie d'éternuer. Sa guide lui donne quelques instructions. Je m'occupe des présentations. Et rappelle-toi, ne te laisse pas impressionner. C'est comme pour mes cheveux. Beaucoup de poudre aux yeux, mais en dessous des cœurs d'or. Plutôt que de le rassurer, ces paroles de Blue ébranlent encore davantage le jeune homme. Dans quelle espèce de cour des miracles vais-je mettre les pieds? Se demande-t-il anxieux. Blue franchit le cœur de l'ancienne église, se retourne vers Raphaël et lui fait signe de la suivre. Résolument, il s'exécute. Ce qui le frappe d'abord en entrant dans la vieille sacristie, c'est l'odeur, reconnaissable entre toutes. Il en cherche l'origine, la découvre aisément. 2 garçons, cheveux hérissés et visage encore marqué par les plis de leur sac de couchage, partagent un joint. Ils accueillent Blue avec de grands sourires. « Hé, Blue, ça va? Tu nous ramènes à une autre chambre abandonnée? » dit l'un d'eux, en désignant Raphaël qui se tient légèrement en retrait. « Salut Breaker, salut Skate, je vous présente l'ange. »« Bonjour, parvient à articuler Raphaël. »« Hola, hombre. »
lance celui qui s'appelle Breaker. Tu en veux? Ajoute-t-il, tendant son joint au nouveau venu. Non, merci, murmure l'adolescent. Breaker, proteste Blue. Tout le monde ne commence pas sa journée à ta façon. Je ne voulais que me montrer poli, réplique le jeune homme avant d'éclater de rire. Bonne chance avec elle, l'ange, une vraie mère supérieure. Répète un peu, glisse l'adolescente qui prend un malin plaisir à jouer à l'offenser. Grâce, je demande grâce, supplie Breaker hilar. Souviens-toi que nous nous trouvons dans une église, j'ai le droit d'asile. Jamais entendu d'aussi grands mots, intervient Skate. Tu es épaté de nouveau? Sans attendre de réponse, il tire une longue bouffée de joint. Il plisse les yeux de satisfaction. D'autres jeunes font leur entrée dans la pièce encombrée, attirés par l'odeur et l'écho de la conversation. Blue les présente tour à tour. Phil et Bull, dont les morphologies contrastées évoquent une sorte de version féminine du couple légendaire que forment Laurel et Hardy. Mohamed, un blond aux yeux bleus, à l'allure 100% scandinave et blondie. Un garçon à la peau d'ébène, bizarrement décoré de cicatrices formant des dessins compliqués. Mon plus que frère, mon jumeau, précise Mohamed, la main sur la peau de Blondie, en surveillant la réaction de Raphaël. Oui, je vois, balbutie l'adolescent. Comme toi et moi pour l'argent guillemette, ajoute-t-il à l'intention de Blue. Tu as tout compris, blague sa nouvelle copine. N'en manque que 2000. Mais ils s'absentent souvent plusieurs jours sans nous donner de nouvelles. Tu le rencontreras éventuellement. Et Ringo Starr, complète Phil. N'oublie pas Ringo Starr. Ah, celui-là. Elle ne fait pas vraiment partie du squat. Il va, il vient. Tu sais que je l'aime pas beaucoup. Phil se renfrogne. Elle ne paraît pas au meilleur de sa forme. Elle se mouche bruyamment, essuie ses yeux qui larmoient, se blottit dans un chandail de laine en grelottant, malgré la chaleur écrasante. Ah toi, si je t'écoutais, je ne laisserais plus remettre les pieds ici, mais j'ai besoin de lui, Blue. Oui, je suis au courant. Le regard de Raphaël oscille de l'une à l'autre, tenant avidement de percer les sous-entendus de leur échange. Blue se tourne vers lui. Bon, si on allait t'installer dans ta suite royale, hop là, l'ange, aux grimpes, s'exclame-t-elle en poussant doucement Raphaël vers l'escalier aux marches et à la rampe vermoulue. Fais comme chez toi, déclare Blue, désignant d'un geste ample la petite pièce éclairée d'une fenêtre en forme de hublot. Peut-être à cause de cette ouverture arrondie, haute, par laquelle on aperçoit un pan de ciel bleu, Raphaël s'imagine dans une cabine de bateau. Le vent s'engouffre par le clocher et tourbillonne ensuite dans l'étroite cage d'escalier. Le son qu'elle produit accentue cette impression de se trouver sur la mer, voguant au gré des alizés. Étrangement, au sommet de cet édifice condamné, en compagnie d'une jeune femme mystérieuse dont il ignore même le véritable nom, Raphaël, l'ange, se sent chez lui. Il sourit. Mohamed, Skate, Phil, explique-moi le choix de ces noms, demande Raphaël, assis en tailleur sur un vieux matelas crevé. Jouons plutôt aux devinettes, propose Blue. Si je dis Breaker, à quoi penses-tu? Breaker, rappellent les garçons. Celui qui freine, celui qui met toujours des bâtons dans les roues. Blue rigole. Je retiens l'idée pour un prochain colocataire, pas le malheur. Tu fais fausse route. Breaker avec un E au milieu. Ah, je vois, Breaker, Raphaël réfléchit. J'ai des images de boîtes électriques plein la tête. Bizarre. Tu brûles? L'encourage l'adolescente. Ah oui, ne dis plus rien. Laisse-moi chercher encore, Breaker. Raphaël fronce ses sourcils sous l'effort de concentration. Il se tape répétitivement le nez au bout du doigt. J'y suis, lâche-t-il soudain, d'un air triomphant. Le disjoncteur, celui qui pète les plombs. Breaker se fâche facilement pour des pécadilles. Renversant, quel esprit pénétrant. Un point pour toi, le félicite Blue, à la fois moqueuse et admirative. Oublions Phil et Bull, beaucoup plus évident pour un génie tel que toi. Son nouvel ami reçoit les deux jeunes filles. Un long roseau et une pivoine complètement éclose. Un aiguille à tricoter et une pelote de laine. En effet, les images parlent d'elles-mêmes. Je te donne 10 points si tu devines pour Blondie et Mohamed. Le taquine Blue en se croisant les bras sur la poitrine d'un air assuré. 10 points? Ça vaut la peine de se forcer, lui répond Raphaël sur le même ton.
Il prétend se torturer les méninges pendant de longues secondes alors que la solution lui paraît évidente. Toutefois, il aime bien faire durer le suspense. Blondie, le noir, Mohamed, le viking, bizarre. Puis tout à coup, il s'écrie « Tadam! Applaudissez l'extraordinaire divinateur! Je suis sûr qu'ils font cela par ironie. Tout simplement, il s'agit probablement de bons amis agacés par les commentaires amusés que suscite le contraste de leur apparence. Tu me jettes par terre! Tu lis dans les passés ou quoi? Comment sais-tu tout cela? Interroge l'adolescente, sincèrement impressionnée. J'ai les bonnes antennes, te dira mes professeurs. Depuis que je suis tout petit, je réussis à deviner bien des choses au sujet des gens. Leur humeur en particulier. Très pratique avec une mère qui ressemble un peu à Breaker. Les mauvais jours, je devenais littéralement transparent. Blue hoche la tête. Elle semble comprendre exactement à quoi Lange fait allusion. 11 points pour moi. Lance Raphaël la brûle pour point, visiblement désireux de changer de sujet. Et tu peux déjà m'accorder un supplémentaire. Je parie que si Kate ne se sépare jamais de sa planche à roulettes, trop facile, ça te compte pas. Je te concède qu'un demi-point. Mauvaise perdante, se plaint l'adolescent. Tu changes des règles en cours de route. Pas du tout. J'applique le principe de la rémunération à l'acte. Plus c'est compliqué, plus c'est payant. Ronchonne Raphaël. Tant que tu veux. Si tu découvres la signification secrète de 2000, je te récompenserai à ta juste valeur. 2000. Non, je ne vois pas. Bleu sourit, manifestement satisfaite de l'avoir lancé un défi qui donne un peu de fil à retordre à son nouvel ami. Piqué, Blue entend presque les rouages de son cerveau grincer sous le fort. Peine perdue, il écarte les bras en signe de capitulation. Là, j'avoue que je m'y perds tout à fait. Tu donnes ta langue au chat? Absolument, admet l'adolescent. Pour de vrai, il s'appelle Vincent. Vincent? Je vois pas le rapport avec 2000. Les maths, c'est pas ton fort, hein? De plus en plus déconcentrée, l'adolescent attend que Blue lui offre le clé de l'énigme. Généreuse, elle épelle la solution. 20 2000. Raphaël roule ses yeux vers le ciel. Franchement, vous allez chercher ça loin. Parfois, mais pour ton nom à toi, l'ange, ce fut un véritable jeu d'enfant. L'adolescent rougit, car cela ressemble beaucoup à un compliment. À nouveau, il blague pour éloigner le malaise. Il en va souvent ainsi pour Raphaël quand on le louange, il ne croit pas le mériter. Pire encore, il se sent un imposteur et se convainc qu'on lui dit ces choses uniquement parce qu'on ne le connaît pas vraiment. Alors les points, où en sommes-nous? 10,5 pour moi. Combien pour toi? Demande-t-il nonchalamment. Vincent, 2000, ça mérite au moins 10 points. Gourmande, la demoiselle fémine de s'offusquer le garçon. Non. Équitable. Je gagne quand même. En effet, finalement, tu as un certain talent en mathématiques. On voit que la motivation décuple tes performances. Espèce de capitaliste, se moque affectueusement Blue. Je gagne quoi? Persiste Raphaël. Un lit pour la nuit! Réplique la jeune femme, désignant le matelas sur lequel il est assis. Il se lève, prêt à inspecter attentivement ce qui ressemble davantage à un grabat qu'une récompense bien méritée. N'est-ce pas un peu cher payé, madame l'aubergiste? Peut-être préférez-vous la rue? Rétorque-t-elle, levant le nez comme une commerçante outrée qu'on l'ose critiquer sa marchandise. Non! Marché conclu, déclare le garçon qui joue l'épouvanté. Le fou rire s'empare d'eux. Ils se tiennent les côtés, emportés par leur rigolade. Comme quoi il n'en faut pas beaucoup dans la vie pour passer un bon moment. À cet instant précis, leur modeste refuge est un petit coin de paradis. Chapitre 4. Breaker, Skate et compagnie. Quelques jours passent. Raphaël s'intègre peu à peu à la vie dans le squat. Les êtres surprenants qui habitent cet immeuble désaffecté l'acceptent assez facilement. En sa qualité de protégé de Blue, il bénéficie d'un préjugé favorable. Au fil du temps, elle apprend à se tenir loin de Breaker quand celui-ci se lève d'humeur massacrante ou il s'assombrit subitement alors que tout semble bien aller quelques secondes plus tôt. Raphaël finit alors par apprécier Skate, un vrai clown hyperactif qui a un don pour se mettre les pieds dans le plat, mais qui est totalement dépourvu de malice. Comme les autres squatteurs, l'ange développe à son endroit une affection qui se teinte du désir de protéger le jeune homme contre lui-même.
Car Skate agit d'abord et réfléchit ensuite. Perché sur sa fameuse planche à roulettes, il dévale les rues à toute vitesse, zigzague à travers les automobiles, traverse sur les feux rouges, saute les escaliers et atterrit miraculeusement à un morceau. 1000 fois à l'heure, il manque se casser le cou. Parfois, il pose des gestes qu'on ne pardonnerait à personne d'autre qu'à lui. Qui a osé toucher mon appareil photo? Vocifère Blue qui sillonne le squat à la recherche d'un coupable. La fureur qui brille au fond de ses yeux laisse planer les pires inquiétudes quand on sort qui attend le ou la fautive. Chacun se tient le plus loin possible dans l'enragé. Elle avise subitement Skate qui sifflote dans un coin, tentant d'afficher un air désinvolte. Il a l'air aussi coupable qu'un chat dont les moustaches dégoulinent des crèmes fouettées. Elle fonce vers lui. « Skate !» hurle-t-elle en saisissant par une oreille. « Où as-tu caché mon Nikon ?» L'appareil photo, encore une fois. Le pauvre adolescent commence par protester avec véhémence de son innocence. Toutefois, Blue n'entend pas rire. Skate finit par admettre qu'il a porté l'appareil chez un prêteur sur gag en échange de quelques malheureux dollars. Pas de panique, Blue. Je compte aller le rechercher demain. J'ai eu une urgence. Voilà, tout. Je vais t'en faire une urgence, moi, rétorque l'adolescente qui le tient toujours fermement par l'oreille. Amène-moi chez ce prêteur immédiatement, espèce de bandit. Skate lève les bras en signe de reddition. Ils partent ainsi d'un pas militaire. Skate garde la tête penchée sur son épaule pour éviter que sa geôlière lui arrache le pavillon de l'oreille. Blue est au comble de l'exaspération, mais aussi follement soulagé que l'appareil photo ne soit pas à tout jamais perdu. Au grand dépit du caissier qui avait des visées sur le Nikon d'excellente qualité, Blue oblige Skate à racheter l'appareil. Heureusement que Raphaël le suit, car c'est à lui que le casse-cou irréfléchi emprunte la somme nécessaire. Je te revaudrai ça à l'ange, promet Skate piteux. Pas encore complètement amadoué, Blue renifle moqueusement. À ta place, je mettrai une croix sur cet argent à l'ange. Puis, lâchant finalement son prisonnier, elle le met sévèrement en garde. Si tu recommences, je cache ta planche à roulettes pour un mois. On verra si tu trouves ça drôle. Skate sourit timidement, heureux de s'en tirer à bon compte. Il se masse, l'oreille rendue éclairte par la poigne de la jeune photographe. Tu devrais livrer des combats de lutte. Cette prise te rendrait sûrement célèbre. Blue ne parvint plus à se retenir. Elle éclate de rire. Grand dadais, cesse de dire n'importe quoi. Allez, rentrons chez nous. Plus tard dans l'après-midi, Skate remet à l'adolescente une lettre d'excuses. Truffée de fautes d'orthographe, elle n'en dégage pas moins un tel parfum de sincérité que Blue ne peut qu'absoudre Skate tout à fait. Perchée sur la pointe des pieds, elle lui plaque un baiser sur le front. La réconciliation est totale. N'empêche, cet incident s'en montre fort instructif pour Raphaël, qui prend la ferme résolution de toujours porter sur lui ses objets de valeur, sa montre et son argent, quand il en a. Car il continue d'improviser de petits concerts dans les jardins publics en prenant bien garde d'éviter M. Guillemette et ses acolytes. Il doit aussi veiller sur sa flûte, bien qu'il ne croit pas vraiment que Skate puisse en obtenir un bon prix, mais on ne sait jamais. De leur côté, Mohamed et Blondie gagnent leur vie à un coin de rue achalandé où ils offrent leur service de nettoyage de pare-brise. Raphaël se demande secrètement si les automobilistes payent pour les remercier ou pour leur échapper, car l'apparence des deux énergumènes a de quoi inquiéter. Les cheveux savamment coiffés en pic digne de la Statue de Liberté, Mohamed, le viking blond, possède une collection de tatouages qu'il continue d'enrichir et de modifier à qui mieux. De son côté, Blondie, dont la peau sombre empêche de tels marquages, a découvert une autre technique pour se distinguer, la scarifaction. Il s'inflige des cicatrices dont les entrelacs compliqués forment des dessins aussi élaborés que les tatouages de son compagnon. Il assure aussi à un artiste de perçage corporel la perspective d'une retraite dorée en fréquentant assidûment son atelier. En effet, Blondie se vante à qui veut l'entendre qu'il n'a épargné aucun coin de son corps.
Raphaël n'a pas demandé à vérifier, préférant le croire sur parole, déjà suffisamment impressionné par les sourcils, les oreilles et la lèvre percée de son compagnon d'infortune. Quand il voit surgir devant eux ces créatures, nul doute que certains automobilistes croient leur dernière heure venue, se dit l'adolescent. Il soupçonne d'ailleurs leur générosité de provenir de cet effroi passager et du soulagement subséquent quand ils se rendent compte qu'on va leur laisser la vie sauve. Leur don s'apparentène étrangement à une rançon. Un jour, l'adolescent se promet vérifier sa théorie en la partageant avec les deux Squeegee un jour, quand il les connaîtra mieux. Phil et Bull, quand elles, disparaissent durant de longues heures, tard dans la nuit. Blue les accompagne parfois. Elles reviennent au petit matin, les traits tirés, les yeux hagards, vidés de la lumière qui s'y glisse en d'autres occasions. Elles n'ont alors qu'une envie de se coucher et dormir. Bien malvenu celui qui osait les déranger. Et Raphaël avait appris à ses dépens qu'en ces blêmes matinées, il ne fallait surtout pas les toucher, même pas en douceur, même pas pour replacer délicatement une mèche de leurs cheveux semblant chatouiller désagréablement à la joue. Un jour, sans un mot, mais avec un regard assassin. Phil avait en effet agrippé la main de l'adolescent qui n'avait pourtant qu'effleuré la jeune fille au bout des doigts. Raphaël n'avait plus jamais recommencé, foudroyé par la rage qu'il avait lue dans les yeux de Phil. Au début, il avait posé des questions, cependant le ton sans appel de Blue l'avait convaincu de ne pas chercher à en apprendre davantage. « Tu ne veux vraiment pas savoir où on arrive, l'ange, ni ce que nous y faisons, crois-moi, » lui déclare-t-elle un jour. Pas nous. L'adolescent avait baissé la tête et s'était promis de laisser venir les confidences, sans plus jamais tenter de les forcer. Phil attend patiemment la visite de Ringo Starr. Depuis quelques heures, elle marche de long en large dans la nef déserte. L'écho de ses pas résonne sans relâche sur les murs de pierre. Elle porte encore plusieurs épaisseurs de chandail gelés jusqu'aux os, alors que les autres squatteurs suent à grosses gouttes dans la fournaise qui est devenue la vieille église au cours des derniers jours de canicule. La pauvre Phil semble souffrir d'un rhume qui ne cesse d'empirer de minute en minute. Elle ne prend même plus la peine d'essuyer son nez qui coule et ses yeux qui larmoient. Elle marmonne entre ses dents qu'elle n'en peut plus, qu'il faut que Ringo se dépêche, qu'elle va mourir, c'est sûr, s'il n'arrive pas bientôt. Passant à travers le cœur pour rejoindre Blue qui lui a donné rendez-vous sous le campanile, Raphaël assiste à la scène perplexe. Elle s'apprête à demander à Phil s'il peut l'aider quand un bruit de pas retentit dans la voûte. « Enfin, te voilà !» s'écrie la jeune fille, transie quand elle voit le caïd faire son entrée dans la grande salle. Ringo Starr sourit d'un air satisfait. Cheveux lissés à grand renfort de pommade gommeuse, veste de cuir déchirée au coude, téléavertisseur et cellulaire à la taille, chaîne dorée clinquante autour du cou et bracelet assorti, tout en lui empeste le petit voyou. Dès qu'il aperçoit Raphaël, sent un long frisson lui parcourir l'échine. Il se dissimule derrière une colonne de granit. « Tu t'ennuyais de moi? » susurre le nouveau venu. Phil ne se donne pas la peine de répondre directement. « Tu en as? » s'inquiète-t-elle plutôt. Ringo hoche la tête, ses lèvres étirent un rictus cruel. « Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. »« Donne, » exige Phil, « tout de suite. Tu devrais venir il y a 2 heures. » Elle tend une main tremblante. « Pas si vite. Oublierais-tu notre petit arrangement? » rétorque Ringo, qui se dirige vers un coin sombre, déboutonnant à la hâte la braguette de son pantalon. « Allez, viens. » La jeune femme soupire, le suit. Déjà nauséeux, Raphaël ne veut pas en voir ou entendre davantage. Il se faufile sans bruit hors de sa cachette et se glisse à l'extérieur par une fenêtre cassée. Il se laisse tomber assis sur les marches brûlantes de soleil et tente de contenir le haut cœur qui le submerge. De vilains souvenirs traversent sa tête en éclairs ravageurs, des images furtives qui déchiquettent toutes sur leur passage, des odeurs qu'il croyait depuis longtemps évanouies. Puis brusquement, il perd le nord. Il ne sait plus ce qu'il fait là, le corps sudé à la pierre chaude, l'esprit comme détaché. Il flotte. Cela dure 1 heure ou 1 minute, il ne le sait plus. Il sursaute quand Ringo le bouscule en passant, probablement par inadvertance, car le caïd descend les marches, le nez en l'air, en sifflotant. « Oups, excuse-moi, déclare Ringo. Je te voyais pas. Belle journée, pas vrai? » Raphaël ne trouve rien à dire.
Elle doit faire un effort surhumain pour se rappeler qui se tient devant lui, car dans le record à Ringo Starr brille la même lueur que dans les yeux de son beau-père Raymond quand il sortait de sa chambre au milieu de la nuit. L'adolescent ne parvient plus à se retenir et il vomit au pied du petit voyou qui recule en maugréant. « Hé, attention, espèce de dégueulasse, si tu es malade, va te faire soigner !» lui lance Ringo avant de s'éloigner en blasphémant. Pantelant, Raphaël reste là cherchant à reprendre le contrôle. Voilà des années que ça ne lui est pas arrivé. Elle tremble comme une feuille, distingue un bruit de pas, tout le gît derrière lui, mais elle reste immobile, comme pétrifiée. Blue prend place à ses côtés, discrète, attentive, faisant tout pour ne pas le brusquer. Quand il s'apaise un peu, elle lui serre la main et colle sa tête sur son épaule. Alors seulement les larmes de Raphaël commencent à couler. « Tu me joues un air ?» demande Blue un peu plus tard. Reniflant, Raphaël retire sa flûte de l'étui qu'il porte en bandoulière, comme un archer transporte son carquois. Le son qu'il produit au début ressemble effectivement à des flèches. Il le lance vers le ciel, enragé de se sentir aussi à l'envers. Elle transperçait les nuages et les ferait pleurer des tonnes de pluie. Mais le ciel est limpide et le soleil radieux assiste indifférent à cette complainte colérique. L'adolescent s'apaise tranquillement. Le rythme de la musique se tempère. Le temps passe. « Ça va mieux, l'ange ?» chuchote enfin Blue. Raphaël acquise. « Allons marcher » propose-t-elle. Et Raphaël se déplie douloureusement et suit la jeune fille aux cheveux émeraudes. Dans la vieille église abandonnée, Phil délie le garrot qu'elle a noué autour de son bras. Elle jette la seringue souillée n'importe où sans précaution. Peu importe maintenant, elle ne sent plus rien qu'une immense paix. Ses pupilles, qui étaient toutes l'heure si grandes qu'elles cachaient le bleu pâle de ses yeux, se rétrécissent jusqu'à n'être que des têtes d'épingle. Quiconque la regardait de près se noierait dans ses iris. Elle ne souffre plus ni de froid ni de chaud. Rien ne peut l'atteindre. Elle respire calmement. Elle regarde sa montre, calcule le temps dont elle profitera de ce bien-être. Vers la fin de l'après-midi, il lui faudra retrouver Ringo. Blue et Raphaël se rendent sur une grande place située en plein centre-ville. Bordée de toutes parts par des immeubles de plusieurs étages, elle procure aux promeneurs une ombre bienfaisante dans cette journée torride. Plusieurs jeunes ont envahi l'endroit. Certains tourbillonnent sur leurs patins à roues alignées, d'autres, parmi lesquels Raphaël reconnaît Skate, filent sur leurs planches à roulettes et s'amusent à sauter divers obstacles. 3 de ces voltigeurs glisse sur les rampes d'escalier à la pente plus abrupte que l'Himalaya. Blue croque sur le vif les prouesses de ses cascadeurs. Elle semble tout la connaître et lui adresse de grands signes de la main, achevant d'effaroucher Raphaël, persuadé que l'un d'eux finira par se fracasser le crâne. Au moment où il se prépare à sauter un escalier de 15 marches, Skate attire l'attention de sa copine. « Blue, vite, prends-moi en photo! » La jeune artiste ne demande pas mieux et elle utilise tout ça qui est le reste de pellicule pour faire plaisir à son intrépide ami. Se tournant vers Raphaël, elle lui annonce dès que demain il pourra l'assister dans la chambre noire. « Tu verras, tu trouveras ça génial. » Et la tête que font les gens quand je leur donne mes portraits, craquant. On dirait qu'ils se transforment en stars pour quelques instants. Parfois, j'ai l'impression qu'ils se voient pour la première fois. « Tu sais, Blue, c'est peut-être l'inverse, » déclare Raphaël. « L'inverse ?» s'étonne l'adolescente. « Explique-moi, je comprends pas. » En fait, ils se sentent peut-être comme si quelqu'un le regardait vraiment pour la première fois. Tes photos produisent un drôle d'effet. J'en sais quelque chose, ajoute l'adolescent qui se rappelle sa stupéfaction devant l'expression qu'avait réussi à saisir Blue alors qu'il jouait de la flûte. La photo que tu as prise de moi, par exemple, quand je l'examine, j'ai l'impression que tu es parvenu à lire au fond de moi. Ah oui? S'étonne Blue. Je me sens bien indiscrète tout à coup. Tant que tu ne les publies pas. L'adolescente put pouf de rire et lui administre une affectueuse chiquenaude sur le bras. Raphaël se masse avec exagération comme s'il lui avait donné une raclée. Des témoins de la scène s'esclaffent. À 2 pas, quelques flâneurs grattent leur guitare. L'un d'eux joue et chante particulièrement bien et un attroupement se forme autour de lui. Le reconnaissant, Blue s'approche du musicien en fredonnant doucement. Lorsqu'elle a terminé son morceau, elle le salue. « Bonjour, Jésus. »« Tiens, Blue, il y a une éternité que je t'ai vu. Viens ici que je te fasse la bise. » L'homme se redresse. Il doit bien mesurer 2 mètres, songe Raphaël.
Et sans plus de cérémonie, le géant soulève l'adolescente comme un fétu de paille et lui plaque 2 baisers retentissants sur les joues. Blue bat des pieds pour lui faire lâcher prise. Le gros ours ne l'entend pas ici et l'étreint encore plus fort. La jeune femme rit aux éclats et le supplie de la reposer par terre. J'attrape le vertige là-haut, fais-moi descendre. Et puis, je souhaite te présenter quelqu'un, dit-elle en désignant Raphaël, qui se tient prudemment à l'écart. Feignant une subite obéissance, le colosse la dépose délicatement sur le sol et se tourne vers l'adolescent. Ce dernier frémit à la vue de la main gigantesque qui s'attend vers lui. Il pourra me broyer les doigts sans même s'en rendre compte, pense-t-elle, ébahi par le géant. Jésus, voici l'ange, voici Jésus. Nous étions destinés à nous rencontrer, rugit le barbu. Jésus est l'ange, je suis persuadé que nous allons bien nous entendre. Et comme Raphaël l'appréhendait, elle voit sa main disparaître dans un étau. Quelques secondes plus tard, Jésus la lui rend en morceaux intacts. L'adolescent la regarde comme s'il s'agissait d'un miracle. Tu es d'arriver en ville, lui demande Jésus, qui, charitable, retient les blagues que lui inspire l'air effacé du jeune homme. Raphaël hésite à répondre. Blue le rassure. Tu peux lui parler, elle ne te veut pas de mal. Jésus renchérit. Je ne travaille pas pour la police, c'est ça qui t'inquiète. Mes quartiers généraux se trouvent à quelques pas d'ici. La maison jaune. Tu connais? L'adolescent secoue la tête. Jésus lance à Blue un regard exagérément blessé. Mais ici, non seulement tu me négliges pendant des jours et des jours, mais de surcroît tu n'en parles même plus de moi à tes amis. Quelle ingrate! Raphaël fronce ses sourcils. Pour quel genre d'organisation œuvre dans ce hurluberlu, il considère Blue avec méfiance. Somme toute, elle est peut-être agent double, comme s'il le soupçonnait au début. Ne me regarde pas de cette manière, le taquine sa copine. Tu deviens parano, ajoute-t-elle, comme si elle disait dans ses pensées. La maison jaune est un refuge pour les jeunes de la rue, un endroit bien correct. Si vous voulez, je vous y amène, suggère Jésus. Je sais chanter pour aujourd'hui. Me voilà desséché comme un vieux pruneau. À boire et que ça saute. L'éloigne à grands pas, traînant Blue au bout d'un de ses bras et Raphaël ainsi que sa guitare au bout de l'autre. Les deux adolescents doivent pratiquement courir pour rester à sa hauteur. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, il parvient dans la maison jaune. Elle porte bien son nom, conclut le garçon à la vue des murs jaunes canaris. Jésus les invite à entrer. Ils accèdent à un grand salon meublé de fauteuils et de canapés disparates. Leur hôte se laisse choir dans une bergère qui est connue de meilleurs jours. Un craquement sinistre retentit aussitôt. Le colosse suspend sa respiration pendant une seconde, puis, comme le siège ne s'écroule pas, recommence à souffler normalement. Dans un coin, un jeune homme à la tête rasée, au cuir chevelu tatoué d'un énorme dragon fait le signe de la victoire. Il referme ensuite les yeux, se replongeant dans la musique que diffuse son baladeur. « Samson !» déclare Jésus en pointant son index vers lui. « À cause de son abondante chevelure, bien entendu, précise-t-il devant l'air ahuri de Raphaël, qui ne peut retenir un sourire. Il y aura un livre entier à écrire sur les noms de rue, pense-t-il. » Blue revient de la cuisine portant un plateau. Elle distribue de généreux verres de limonade dans lesquels teintent plusieurs glaçons. « Quels sont agréables à mes oreilles !» s'exclame Jésus. « À votre santé !» Et tous de trinquer avec enthousiasme. Le géant assoiffé expédie sa citronnade en 3 gorgées, puis il explique en quelques mots à Raphaël la mission de cette maison. Fort simple au fond, il s'agit effectivement d'un refuge pour les jeunes sans-abri. Pas de questions embarrassantes, pas de discours moralisateur. Si un itinérant semble mineur, les intervenants lui offrent un court séjour de 3 jours, au-delà duquel ils doivent le remettre en contact avec ses parents. Ils leur proposent parfois une méditation et un suivi pour essayer de régler les conflits à l'origine de la fugue. Pour les plus âgés, la maison jaune devient un havre de paix, un lieu où recharger ses batteries, quelquefois un tremplin pour rebondir dans une nouvelle direction. Les jeunes ont affectueusement surnommé l'intervenant Jésus. Toutefois, rien de religieux ici, sauf pour ceux qui le désirent. Raphaël écoute attentivement. Après un moment, Jésus s'excuse auprès de l'adolescent. « Si cela ne t'ennuie pas trop, je vais te voler Blue quelques instants. Il faut que je discute un peu avec elle. Ne fais pas de soucis. » S'empresse-t-il de préciser avant l'air alarmé de l'adolescent. « Rien qui te concerne, personnellement. » Raphaël se détend. « Tiens, prends ce livre, je te le prête. » Lui décore Jésus en posant un bouquin défraîchi sur ses genoux. « Tu verras, c'est très bon.
Tu me le rapporteras quand tu l'auras terminé. L'intervenant entraîne Blue à sa suite, vers un petit bureau dont il referme soigneusement la porte vitrée. Quand Raphaël baisse les yeux pour lire le titre du volume, il croit souffrir d'une brutale attaque de berlus. Sa Majesté des mouches de William Golding. Voilà le très bon livre en question. De constater qu'il partage les mêmes goûts de littérature rassure complètement l'adolescent qui plonge avec ravissement dans sa lecture. Jack Merridew se montre de plus en plus désagréable. Il fomente une révolte contre Ralph, la voix de la raison. En lisant, Raphaël découvre des ressemblances entre Ringo Starr et Jack. Deux petits caïds qui portent des tenues tapagueuses sous lesquelles ils se sentent tout permis. Absorbé par le roman, l'adolescent ne se rend pas compte que derrière la porte vitrée, une discussion houleuse a lieu. Jésus se tord les mains en proie à une agitation déchirante pendant que Blue baisse piteusement la tête. Elle finit par accepter un tas de petits contenants de médicaments qu'elle pousse tout au fond d'une poche de sa jupe. Jésus l'enveloppe dans ses bras et lui caresse les cheveux comme un père avec son enfant. Rebelle, mais tellement aimé. L'intervenant insiste pour les garder à souper, avec l'aide de quelques jeunes qui arrivent les uns après les autres, en cognant simplement la porte avant d'entrer d'eux-mêmes. Ils préparent un repas simple. Chacun met la main à la pâte. On se croirait dans une grande famille où se côtoient joyeusement cousins, cousines, frères et sœurs dans un bruyant remue-ménage. Il y a un qui lave les feuilles de salade, un autre qui coupe les tomates. Raphaël épluche une montagne de concombres pendant que Blue ouvre des boîtes de thon conservées dans l'huile. Jésus concocte une vinaigrette dans laquelle il lance des poignées de fines herbes qu'il vient cueillir dans une jardinière placée sous une fenêtre. Le parfum du basilic et de l'origan fraîchement coupé embaume la cuisine. Skate s'est joint à eux, il paraît étonnamment calme. Ses gestes sont plus posés que d'habitude, il parle moins et ne coupe pas constamment la parole aux autres. Raphaël se demande si Skater vient de voir un médecin qui leur a prescrit du Ritalin, car la polyvalente, il connaissait un garçon qui ressemblait à Skate par certains côtés, un garçon qui changeait de tout selon qu'il prenait ou non ses médicaments, feu follet ou serine pleine lune. Se sentant examiné, Skate lui adresse un sourire désarmant. L'ange se sent fondre et reporte son attention sur la planche et son couteau. On se met à table. Jésus fait circuler une bouteille d'eau glacée. On entend d'abord que les cliquetis des couverts. Puis les conversations reprennent. Chacun mange avec bon appétit. Tout sauf Skate, qui chipote dans son assiette, renifle et commence à taper nerveusement du pied. Après quelques minutes, elle se tient plus en place, s'excuse et quitte précipitamment la maison, sans noter le regard navré de Jésus. Blue, de son côté, mastique longuement avec ses bouchées et avale chacune avec d'impressionnantes quantités d'eau fraîche. Raphaël ne s'arrête pas à ce détail car, malgré tout, elle semble d'excellente humeur. Le repas terminé, Jésus se retire à la cuisine pour préparer le café. Pendant son absence, un murmure excité parcourt la tablée. Il est question d'une grande soirée rave après-demain dans un vieil entrepôt désaffecté de la basse ville. Un disc jockey, DJ, célèbre doit y donner une performance inoubliable. On promet d'y aller. Jésus revient avec le breuvage fumant et une panoplie de tasses ébréchées et dépareillées. Ses invités changent immédiatement de sujet. Ils savent que l'intervenant tient ce type de fête en piètre estime. Ils ne veulent pas le chagriner. Cependant, cela ne les empêchera pas de s'y rendre en grand nombre. Une fois la vaisselle lavée et essuyée, les jeunes s'en vont à tour de rôle. 2 ou 3 d'entre eux seulement dormiront à la Maison Jaune ce soir. Les autres s'éparpillent dans les rues de la ville, authentiques papillons de nuit, irrésistiblement attirés par ce qui risque de les tuer. On meurt de chaleur, se plaint Blue en mettant pied sur le macadam bouillant à la suite de Raphaël. Effectivement, entre la ville et une fournaise chauffée au blanc, Raphaël se demande ce qui sera le plus étouffant. On va se baigner, suggère l'adolescente. Se baigner, c'est un garçon. Où ça? Dans ma piscine secrète. Une piscine secrète. Tant qu'elle ne ressemble pas trop au squat, songe Raphaël, l'esprit soudain envahi par des visions de bassins abandonnés, à l'eau stagnante et verdâtre, rien de plus attirant. Suis-moi, je connais un endroit formidable. Les deux jeunes marchent longtemps avant d'arriver à un grand parc situé en bordure de la rivière. Il fait nuit, seul brillent quelques étoiles et un croissant de lune. Savais-tu que la lune est une vilaine menteuse? Demande Raphaël à brûle-pourpoint.
Non, lui répond Blue, surprise. Pourquoi dis-tu cela? Observe-la bien, dit l'adolescent. À quelle lettre te fait-elle penser ce soir? La jeune fille regarde le ciel. À un D? Exactement, la félicite son compagnon. Et maintenant, dis-moi par quelle lettre commence le mot décroître? Par un D, évidemment, déclare patiemment Blue qui ne voit pas encore où veut en venir son ami. Eh bien, voilà ta réponse. La lune forme un D, semblant t'annoncer qu'elle décroît. Cependant, comme elle est menteuse, en vérité, elle croît, et vice-versa. Quand elle paraîtra former un C, on pourra penser qu'elle croît, mais non, elle décroît. Raphaël laisse... C'est dans mes poches, tabarnak. Raphaël laisse échapper un gloussement timide. Il espère que Blue ne se moquera pas de son petit cours d'astronomie 101. Voyant que la jeune femme paraît plus intéressée qu'un narquoise, il continue dans sa lancée. Dans une semaine, elle sera à pleine. J'adore la pleine lune, je trouve ça magique. C'est mon père qui mentionnait ce truc, précise-t-il. Je n'avais jamais entendu ça. Voilà une bonne astuce. Il savait plein de choses, mon père. Je l'aimais beaucoup, ajoute l'adolescent. Aimait, souligne Blue? Oui, il est parti quand j'avais 8 ans. Je ne l'ai plus jamais revu. Des cartes d'anniversaire pendant quelques années, puis plus rien. Il est peut-être mort. Oh, désolé, murmure l'adolescente. Ta mère s'est remariée. En effet, pour mon grand malheur, un ombre passe sur le cœur du garçon. Il se frotte du plat de la main avant de trancher. Ne parlons plus de ça. Dis-moi plutôt du cache cette fameuse piscine. Encore une fois, Blue n'insiste pas. Elle guide Raphaël vers un immense bassin serré de près par une autre clôture grillagée. Aide-moi à y grepper, dit-elle. L'adolescent joint ses mains et lui fait la courte échelle. Blue ne pèse presque rien. Sans bruit, elle se laisse tomber de l'autre côté. Raphaël l'aperçoit qui s'éloigne. Et il l'attend. Tout à coup, il entend le son d'un plongeon. Hé, espèce de méchante fille, lui crie-t-il. Et moi, je traverse comment? Pour toute réponse, l'adolescente éclate d'un rire cristallin. Il l'éclabousse énergiquement. Tu vas le regretter, glousse-t-il à son tour en agrippant aux mailles métalliques et en débutant une pénible ascension. Empestant uniquement pour la forme, il finit par atteindre le sommet de la clôture. Il oscille une seconde sur le fait, puis, imitant le cri de Tarzan, il saute. Maladroit, Raphaël calcule mal son élan et atterrit directement dans la piscine, toujours habillé et sac à dos en bandoulière. Cela déclenche évidemment une crise de fou rire chez sa copine. Hilarité contagieuse. S'il faut encore la réaction de l'adolescent qui s'étrangle en avalant quelques litres d'eau chlorée, les amis doivent se tenir à quelques minutes à la paroi de béton à bout de souffle. Évidemment, ce que nous faisons là est absolument interdit, commente le jeune homme. Bien sûr. Personne ne surveille non cet endroit? Si. Un gardien passe 3 ou 4 fois par nuit, lui répond Blue, comme s'il s'agissait d'une évidence insignifiante. Raphaël s'étouffe à nouveau. S'il nous voit. Grave problème à l'horizon. Je ne préfère même pas l'envisager, chuchote l'adolescente sur le ton de la confidence. Vite, sortons ici, s'écrie Raphaël qui s'imagine déjà emmené au poste de police pour une stupide histoire de bain de minuit. Chut, fait son ami en posant son bras à une main apaisante. S'il arrive pendant qu'on nous sommes ici, nous n'aurons que plonger au fond de l'eau. De toute façon, il circule dans sa voiture et n'en descend jamais. Nous l'entendrons approcher. Il ne nous surprendra pas, promis. Tiens, je te fais une démonstration. Blue s'enfonce dans la piscine. Raphaël ne la distingue plus. L'eau sombre semble avoir avalé. Dans longues secondes s'écoule. À quoi joue-t-elle? Pourquoi ne remonte-t-elle pas? Tout en se sentant affreusement stupide, elle commence à paniquer. Elle a carqué les yeux comme si cela pouvait améliorer sa vision et fouiller la piscine du regard. Aucun signe de Blue. Elle plonge à son tour, ajustant ses bras en large moulinet, explorant le fond de béton. Elle finit par effleurer quelque chose qui ressemble à un pied. Il tire dessus. Il manque de s'évanouir de terreur quand la jambe qu'il tient se met à bouger. Raphaël remonte à la surface en dessous de vitesse. Blue y arrive en même temps que lui. Hilar. Te voilà bien attrapé, rigole-t-elle. L'adolescent ne l'entend pas ainsi. Tu veux que je crève de peur? Pendant un moment, je te croyais noyé. Ne recommence jamais ça. Blue se rend compte que Raphaël ne plaisante pas. Pardonne-moi, l'ange, je ne voulais pas t'effrayer, juste m'amuser un peu. Ça te va? Ouais, constate son compagnon de mauvaise grâce, mais je t'assure qu'il n'y avait rien de drôle là-dedans. Plus touché par cette solitude qu'elle n'oserait l'admettre,
Blue promet de rester sage. Elle roule sur le dos, se laissant flotter, la tête dans les étoiles qui se réfléchissent à la surface. Raphaël l'imite. Il sent les battements de son cœur se calmer. Dans ma prochaine vie, je deviendrai une sirène, annonce soudain la fine Ondine. Tu aimes l'eau tant que ça? Oh oui, répond l'adolescente avec douceur, surtout le silence qui m'enveloppe quand je me laisse couler tout au fond. Plus aucun bruit, plus personne ne me crie après, je me sens à l'abri. Raphaël s'interroge sur ces cris que Blue doit fuir sous l'eau. Les cris de qui? Aka remonte-t-il, fidèle à son engagement. Il s'abstient de la questionner. Si elle désire parler, il sera là, voilà tout. Petite, j'ai connu plusieurs familles d'accueil, se met justement expliquer à l'adolescente. Certains bonnes, d'autres moins. Je me sentais rarement chez moi. Toujours de passage, ce n'était pas facile. Mais je me souviens d'une famille que j'adorais. Une vraie famille avec des enfants, un chien qui s'appelait Winston et une piscine. Je passais des heures dans l'eau. La dame devait me disputer gentiment pour que j'accepte enfin d'en sortir. Elle disait que j'allais ratatiner. Et comme de fait, ma peau devenait toute plissée. Ça me faisait rire, elle aussi. Elle m'appelait sa vieille petite sirène. Blue se tait rêveuse, emportée par ses souvenirs. Raphaël se dit qu'elle a de chance d'être tombée sur ces gens. Tu as vécu avec eux longtemps? 1 mois, soupire la jeune fille. L'adolescent avale de travers, dérouté. Un seul muscule moi, elle s'en rappelle encore aussi vivement. Mon Dieu, quelle vie d'enfer! Se dit-elle en lui-même. Blue enchaîne. Dans les autres familles ou centres d'accueil, quand ça devient difficile, je remplissais la baignoire au rabord et je m'y réfugiais. Les yeux ouverts, je regardais le monde extérieur à travers 30 cm de liquide et je me sentais bien. Je me trouvais dans un univers feutré, silencieux, un endroit où rien ne pouvait m'atteindre. La paix. Juste à cet instant, l'effort, trou, la nuit, Blue saisit la main de Raphaël et l'entraîne au fond de la piscine. Les joues gonflées d'air, il regarde les faisceaux de lumière balayer à la surface de l'eau, puis s'éloigner. Sans bruit, les adolescents émergent de l'onde. Tu vois, pas vu, pas pris. Qu'est-ce que je te disais avec leur Blue triomphante? Bravo, mademoiselle la sirène. Je tiens toutefois à mentionner que je commence à avoir de peau pas mal fripée. La dame de la famille d'accueil avait raison, déclara Raphaël en bougeant ses doigts pleins de pluie sur un rayon de lune. On sort? D'accord. Moi la première, tourne-toi, je porte pas mes vêtements. Wow. Raphaël fait pudiquement dos à Blue qui se hisse dans la piscine. De la piscine. Elle enfile sa jupe et son corsage, puis revient vers lui. À ton tour maintenant. Pauvre Raphaël, il frissonne dans son pantalon et chandail dégoulinant. Il souffle dans sa flûte qui crache un long jet d'eau. Me voilà bien arrangé. Blue lui tient une serviette à peu près sèche, sans doute oubliée plus tôt dans la journée par un baigneur distrait. L'adolescent s'essuie avec énergie. Ça ira mieux quand je pourrai me changer, pouffe-t-il en lançant une serviette de bain sur un des bancs de bois qui entourent la piscine. Retournant à la maison. L'adolescent s'en mord les lèvres. La maison. Il vient d'appeler la vieille église, désaffecter sa maison. On aura tout vu. Juste avant de se mettre au lit, pendant que Raphaël s'entarde d'emprunter quelques vêtements secs à Breaker, Blue plonge la main au fond de sa poche et en sort les petits pots de pilules qu'avait remis l'intervenant à l'aide de maison jaune. Lisant rapidement les instructions écrites sur les étiquettes, elle y prélève plusieurs comprimés avalant en grimaçant. « Je fais ça pour toi, Jésus, parce que tu me l'as demandé. » Elle se couche et ferme les yeux, espérant que les cachets ne la rendront pas aussi malade que la dernière fois. Chapitre 5. La chambre noire. Pénétrant par la fenêtre en forme de hublot, un rayon de soleil éveille Raphaël. Sur le matelas voisin, Blue respire rapidement. Elle semble mal en point. « Ça ne va pas? » s'inquiète-t-il. « Pas vraiment, » murmure l'adolescente. « Que se passe-t-il? » Mal au cœur, mal partout, sans doute une indigestion. Poire. Comment ça se fait? J'ai mangé la même chose que toi et je me sens super bien. C'est pas, balbutie Blue en détournant le regard. Je peux t'aider? Pas vraiment, répète la pauvre fille. Ça ira mieux tout à l'heure. Laisse-moi dormir un peu. Raphaël se sent terriblement démunie devant la maladie. Elle ne s'obstine pas, se lève et quitte la chambrette. Elle laisse la porte entrouverte. Un peu d'air te fera du bien. Merci, lui dit Blue. On se voit plus tard. N'oublie pas, aujourd'hui on développe les photos. D'accord, répond l'adolescent. Je reviens dans 1 heure ou 2. Blue attend que les nausées lui accordent un bref répit. Quand, enfin, elle se sent un peu plus solide, elle roule au bas de son matelas et tend sa main vers sa longue jupe abandonnée sur le sol. Du fond de la poche, elle retire les bouteilles de pilules en diverses rageusement le contenu sur le plancher et écrabouille les cachets à l'aide d'une vieille chaussure.
Puis, du plat de la main, elle répand la fine poussière à travers la pièce. Espèce de cochonnerie merdique, gémit-elle juste avant qu'une veau haut de cœur la submerge. Quand la vague est passée, elle essuie son front en sueur et murmure. Désolé, Jésus, tu ne pourras pas dire que je n'ai pas essayé, mais vraiment, ces pilules, c'est pire que tout. Cette fois, je ne te les redonne pas. Pas question que tu me les refiles à la première occasion. Je ne les prends plus. Un point, c'est tout. Elle s'allonge de nouveau, allaitante. Pendant ce temps, Raphaël descend l'escalier brinque-ballant, les mains appuyées sur les murs de pierre. Seul vestige encore solide dans cette section de l'ancienne église. Elle tente de se montrer discret en passant près des chambres qui s'ouvrent sur chaque palier, mais ne peut s'empêcher d'assister à des scènes auxquelles elle ne s'habitue pas. Ça lui déchire le cœur de voir encore et encore Phil s'injecter du faux bonheur dans les veines. Elle revoit Ringo dans le nef et imagine ce qu'il en coûte à la jeune fille pour se payer cette évasion quotidienne. Son cœur lui remonte dans la gorge. Elle se dépêche à penser à d'autres choses. Quand Raphaël passe devant la pièce qu'occupe Skate, celui-ci est en train de ranger des objets disparates dans un sac à dos. Un éclair de lumière brille un instant dans un petit miroir de poche. Un billet de 20$ roulé, serré, le rejoint au fond du havre-sac. Skate lève la tête. Un peu de poudre blanche s'accroche à sa narine. Les pupilles toutes grandes malgré la lumière et il a le même air calme que la vieille lors du souper à la maison jaune. « Tu veux essayer, l'ange? » propose le jeune homme. « Et c'est quoi? » Skate exhibe un minuscule sac de plastique rempli de cristaux ressemblant à du sucre en poudre. « Ça, elle est super bonne. » « Tu as vraiment pas besoin de t'exciter davantage? » Ne peut s'empêcher de dire Raphaël en reconnaissant la substance en question. « On dirait que ça me fait pas le même effet qu'aux autres, » répond Skate candidement. « Moi, ça me calme. » « Bizarre, » laisse tomber Raphaël. « Une sorte de Ritalin? » Le jeune homme exquise un sourire. « Peut-être que oui. J'en prenais quand j'étais petit. » Il remarque l'air ahuri de son interlocuteur et s'empresse d'ajouter. « Du Ritalin, je veux dire, pas de la poudre. Ne faut pas t'imaginer des horreurs. Mes parents ne m'auraient jamais laissé faire. » « Ça t'aidait? » On me dit que oui. « Tu n'en prends plus? » « Non. »« Pourquoi? » Des questions de Raphaël qui se demande s'il ne pousse pas l'interrogatoire un peu trop loin. Skate répond de bonne grâce. Tu imagines un peu l'ange, faire la file 3 fois par jour devant le bureau du professeur pour recevoir ta dose de médicaments. Tu penses un peu à toutes les moqueries. Il y en a qui se font agacer parce qu'ils portent des lunettes ou un nom étranger. Alors un petit énervé qu'on se calme avec des médicaments, tu vois la scène? Raphaël saisit très bien en effet. Au secondaire, j'ai commencé à cacher mes comprimés. Comment te sentais-tu? Plutôt bien, sans barrière. Les élèves me trouvaient drôle. Tout d'un coup, je suis devenu très populaire. Qu'elle planifie un coup pendable, il ne cherchait pas longtemps volontaire. Plus c'était risqué, plus j'aimais ça. Mes parents étaient découragés. Après ma première semaine à la polyvalente, ils connaissaient déjà la directrice par son petit nom et le numéro de téléphone de tous les surveillants. Skate pince les lèvres et secoue la tête. Je leur ai fait voir de toutes les couleurs. Qu'est-ce qui s'est passé après la première semaine? Contrat de bon comportement. Rencontre obligatoire avec la psychologue. Patati patata. Au fait, on m'a quand même mis à la porte de l'école. Mon père a réussi à me faire admettre d'ailleurs, mais j'ai recommencé le même manège. Je ne me contrôlais plus. À 16 ans, plus un directeur ne voulait de moi. Mes parents ne savaient pas quoi faire. Pas question que tu passes tes journées à flâner à la maison. Si tu abandonnes tes études, au moins tu vas trouver un boulot. Je ne pensais qu'à m'amuser. Je suis parti, on m'a rattrapé. Hop là, au centre d'accueil, je me suis sauvé. On m'a encore rattrapé. Au retour au centre, je ne me souviens plus combien de fois j'ai fait ça. Lorsque j'ai eu 17 ans et demi, elles ont toutes baissé les bras. Tes parents savent que tu vis ici? Je leur ai dit le moins possible. Ils paniqueraient s'ils le voyaient à cet endroit. Une fois par semaine, je rencontre ma mère dans un restaurant de la basse ville. Elle m'aide, elle me donne de l'argent. À chaque fois, elle pleure, elle me rappelle que je peux revenir à la maison n'importe quand. Pauvre maman, elle comprend toujours pas. Toujours pas quoi? Que je me sens bien, moi, ici. Tu choisis de vivre ici? S'étonne l'adolescent. Ben oui, pas toi? Demande Skate. Toutefois, l'effet de la poudre blanche se dissipe rapidement. Les idées reprennent leur course folle dans la tête du skater. Le jeune homme ne laisse pas Raphaël le temps de lui répondre. Je trouve tout ce qu'il me faut. Squat, ça bouge, c'est excitant.
Pas de règles, personne pour me dire quoi faire. La liberté totale. Tu n'es pas mon avis? Raphaël hausse les épaules. Non, il ne partage pas la vie de Skate. S'il pouvait choisir, il serait resté lui avec son petit frère Jonathan et sa mère, malgré toutes les imperfections de celle-ci. Elle n'est pas dans la rue parce que ce type de vie l'attire, mais parce qu'à la maison, rien n'allait plus. L'adolescent prend conscience qu'il existe au moins deux types de jeunes sans-abri. Ceux comme lui, qui fuient une situation insupportable, d'autres comme Skate, qui semblent à la recherche de sensations fortes. Elle se demande à quelle catégorie appartiennent Blue, Phil, Mohamed et Blondie. Pour Ringo Starr, aucun doute possible. Le petit vendeur de drogue utilise la rue et ceux qui y habitent pour s'enrichir. S'il fuyait quelque chose au départ, il l'a depuis longtemps oublié. Alors, reprend Skate, tu en veux? Joignal reste à parole. Il tend Raphaël le billet roulé et le miroir d'où il vient de déposer deux grosses lignes de poudre. Non merci, lui répond l'adolescent. Je viens juste de me lever. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu manques. Se contente de dire le jeune homme qui renifle bruyamment les cristaux d'un blanc si pur et si trompeur. À plus tard, Skate. Salut Raphaël en sortant de la chambre. À plus tard. En passant à la porte, il entre en collision avec un garçon qu'il croise pour la première fois. Skate accueille le nouveau venu avec exubérance. 2000! Salut vieux, ça va? Pas trop mal, déclare l'arrivant. Il reluque le miroir où il reste encore une ligne blanche. Tu partages, s'enquiert 2000. Ne te gêne pas. Raphaël s'éloigne, laissant derrière lui deux jeunes hommes qui s'offrent un début de journée qu'ils ne tarderont pas à regretter. Les petits sacs de cristaux ne durera pas longtemps. La descente brutale ne manquera pas d'être pénible. Skate et 2000 tenteront par tous les moyens de se procurer à nouveau de quoi repartir en orbite. Dans de tels moments, Skate perd toute retenue. Il peut voler, mettre en gage des objets qui ne lui appartiennent pas, promettre la lune à qui lui donnera ce qu'il cherche. Malheureusement, à chaque nouvelle ligne, il lui en faut davantage pour retrouver l'extase. Puis vient le moment où, quoi qu'il prenne, il ne réussit qu'à se garder douloureusement réveillé, la détresse au ventre, tout plaisir évanoui. Le plus surprenant est sans doute que Skate sait déjà tout cela, 2000 aussi, ce qui ne les empêche aucunement de retomber dans le piège chaque jour. Une fois, Skate se souvient même avoir voulu mourir. Après une nuit blanche, il s'était retrouvé dans le matin blafard, dans une chambre délabrée, le cœur palpitant, désagréablement épuisé, incapable de dormir, désemparé, dépassé par la perspective des heures atroces qui l'attendaient. Il se rappelle qu'il avait longuement contemplé la fenêtre de la pièce soride et songé que d'un quatrième étage la chute ne pardonnerait sans doute pas. Il ne saurait dire pourquoi elle n'avait pas sauté. Peut-être la peur de se manquer et de souffrir encore plus. Néanmoins, pour l'instant, ni Skate ni 2000 ne veulent penser à ce qu'ils vont ressentir dans quelques heures. Ne compte que le moment présent, le sac rempli de poudre et l'explosion de bien-être qui accompagne la première prise. Lorsque Raphaël sort du bâtiment, désaffecté, il cligne des yeux, ébloui par la lumière vive. Encore une belle journée d'été. Ça sent l'asphalte chauffé et quelques immeubles plus loin, la terre mouillée et les fleurs. Un vieil homme vient d'arroser ses jardinières débordant de pétunias et le trop-plein d'eau s'écoule sur le trottoir. L'adolescent inspire à fond, les paupières closes. Soudain nostalgique, il croit se retrouver dans le jardin de sa grand-mère. Elle adorait ces fleurs qu'elle désignait par le nom vieillot de Saint-Joseph. Raphaël se remémore les occasions où il enfouissait son nez dans ses paniers suspendus, s'enivrant du parfum sucré et entêtant des bouquets violets, roses et blancs, jusqu'à ce que sa mamie l'appelle pour déguster des confitures de fraises encore chaudes ou du gâteau des anges tout juste sorti du four. Il sourit à ce souvenir, imaginant sa grand-mère au paradis, un tablier noué à la taille, occupé à brasser de grosses marmites de fruits bouillonnants, ou de couper de généreuses parts de pâte gonflée et dorée à point. Ses pas l'entraînent vers la cour de la cité. Il s'arrête quelques instants à une intersection achalandée en place d'une station de radio qui diffuse sa musique par des haut-parleurs extérieurs. Elle voit l'animatrice à travers la vitre. Assise face à son micro, les écouteurs sur les oreilles, elle s'étire en attendant la fin de la chanson. Elle entrevoit l'adolescent et lui sourit gentiment.
Raphaël lui sourit en retour. Le feu de circulation accorde brièvement la priorité aux piétons et Raphaël se retrouve bientôt au centre-ville. Quelques jeunes exercent déjà leur talent d'acrobate sur la place ombragée. Ils les observent une minute ou deux, puis sans réfléchir, ils se dirigent vers la maison jaune. Bonjour, l'ange, l'accueille joyeusement Jésus qui bésogne sur une bergère tournée à l'envers au milieu du salon. Ça me fait plaisir de te voir. Bleu ne t'accompagne pas? Elle ne se sentait pas très bien sans ce matin, lui répond Raphaël en se laissant tomber dans un fauteuil. Elle a décidé de se reposer. Blue, se reposer, s'exclame Jésus, incrédule. Tu m'étonnes. J'espère qu'elle ne couvre rien de sérieux. L'intervenant affiche un air vraiment inquiet. Raphaël sent son cœur se serrer. Certains incidents apparemment insignifiants lui reviennent à l'esprit. Blue qui grimace quand elle mange et quand elle boit, comme si avaler était devenu une torture. Blue qui chipote dans son assiette alors que chacun se régale autour d'elle. Elle songe à sa minceur aussi, extrême minceur que Richtel en lui-même. Et puis, elle n'en est pas certain, mais hier, pendant qu'il se baignait, il a cru noter de drôles de plaques sur les bras de la jeune fille. Toutefois, sous le faible éclairage de la lune, il ne distinguait pas grand-chose. « Blue est-elle malade ?» s'informe-t-il sans plus réfléchir. « Ce n'est pas à moi qu'il revient de t'en parler », déclare Jésus avec un triste sourire. « Si Blue a quelque chose à dire là-dessus, elle s'en acquittera elle-même. » Cette déclaration trouble encore plus Raphaël. Le téléphone sonne à cet instant. Quelqu'un répond, puis appelle. « Jésus, c'est pour toi! » Le doux colosse se relève, empoigne l'épaule de l'adolescent et lui fait signe de l'attendre pendant qu'il règle cet appel. Quand l'intervenant revient, il ne trouve qu'un salon vide. Il pousse un long sourire et reprend son travail sur la bergère délinguée. Raphaël retourne au squat en courant. Elle grimpe l'escalier branlant à toute vitesse et, hors d'haleine, déboule dans la chambre qu'il partage avec Blue. Personne n'a vu. Fou d'inquiétude, il crie « Blue! Blue! Où es-tu? Blue! » Du placard lui parvient une voix étouffée. « L'ange, c'est toi? Pourquoi t'excites-tu comme ça? » L'adolescent se précipite pour ouvrir la porte. Blue hurle à son tour. « Non, n'entre pas! Attends! Je développe le film d'hier. Laisse-moi le placer à l'abri de la lumière. » Raphaël l'entend manipuler du matériel, puis la porte s'entr'ouvre. « Allez, entre, espèce d'éventré, » lui dit-elle avec une gentillesse qui dément ses reproches. « Que se passe-t-il? » L'adolescent se faufile dans l'étroite ouverture. Blue referme soigneusement derrière lui. Dans le placard de bonne dimension, une ampoule électrique pendouille du plafond, dispensant une lueur rougeâtre. Cela ne facilite pas la tâche de Raphaël, qui souhaite plus que tout évaluer l'état de sa copine. À commencer par son teint, il se souvient de la pâleur de la jeune fille au réveil, la mauvaise mine de Blue, ajustée au sous-entendu de Jésus, amène le pauvre garçon à imaginer le pire. Dans le pénombre, il a du mal à bien juger. D'un autre côté, elle se fie au ton énergétique de Blue. Le malaise de celle-ci semble disparu. Elle se dandine d'une jambe sur l'autre, indécis quant à la meilleure manière d'aborder la question de la santé de Blue. « Et Blue, tu ne cacheras pas un problème, par hasard, ou... » Alors, en passant, Jésus laisse entendre que tu seras malade, c'est vrai? Cela manque franchement de subtilité, et... Blue s'impatiente. « Une seconde, tu me cherches comme un perdu. La seconde suivante, tu deviens muet comme un carpe. Me diras-tu ce qu'il se passe à la fin? » Raphaël perd ses mots. Elle se résigne donc avec un mensonge blanc. « Rien de spécial. Je m'interrogeais sur les allées et venues. Voilà tout, » rétorque l'adolescent, que ça ses joues devenir éclairtes, comme c'est le cas chaque fois qu'il ment. L'éclairage fait blanc et rougeâtre empêche Blue de s'apercevoir que son ami rougit comme une pivoine. « La prochaine fois, rappelle-moi de te fournir une copie de ma feuille de route quotidienne, » plaisante l'adolescente. De la retrouver aussi malicieuse finit par calmer les angoisses de Raphaël. Elle devait souffrir d'une indigestion ou de ces mystérieux malaises qui affectent périodiquement les filles, d'où la discrétion de Jésus. L'adolescent juge prudent de diriger la conversation vers des sujets plus neutres. Lors du développement photographique, par exemple. Tu veux bien m'expliquer comment tu procèdes?
Ravi, Blue l'enterre sous une tonne d'informations. Raphaël retient qu'il faut d'abord développer une négative dans une boîte cylindrique spécialement conçue à cet effet. Il perd un peu le compte dans les différents produits utilisés dans le processus. Il est question de révélateur, de vinaigre et de fixateur. Il se montre fort surpris quand Blue termine le travail en plaçant le film développé dans un bac qu'elle remplit directement du robinet. De l'eau courante dans un immeuble abandonné? Étonnant, je te l'accorde. Sûrement un oubli des inspecteurs municipaux. Cette pièce devait servir de salle de bain à une certaine époque. Bien pratique pour moi. Raphaël l'aide à retirer les négatifs de la dernière cuve et les déposer sur une table haute où il les laisse sécher. Il faut patienter une vingtaine de minutes maintenant. Sortons-nous aérer un peu. Les vapeurs de vinaigre me montrent à la tête. En attendant, je peux te montrer quelques-unes de mes photos. Lorsqu'il sort de la chambre noire, la lumière paraît si vive que Raphaël a l'impression de plonger dans le soleil. Quand elle recouvre finalement la vue, il s'aperçoit que Blue farfouille déjà sous son matelas. Elle en retire une épaisse enveloppe de papier bulle, s'assoit sur le grabat et l'invite à y rejoindre. Il faudra donner un coup de balai, on se croirait dans une boulangerie, rigole Raphaël en voyant la marque de ses semelles imprimée dans une fine couche de poussière près du matelas. Autour de Blue de sentir son visage s'empourprer. Elle se hâte de changer de sujet. Une à une, elle lui tend de grandes photographies, des portraits pour la plupart. Des gros plans tellement réussis que Raphaël t'enraye, persuadé que l'un d'eux va se mettre à parler. Blue a su capter en image l'essence même de ses sujets. Jésus, sourcils froncés, absorbé dans la réparation d'une planche à roulettes cassée. Sur un autre cliché, on le voit pensif, deux doigts sur le menton, concentré sur un interlocuteur invisible. Des photos de skate qui planent à 1,5 m du sol, jambes pliées, bras en croix, les pieds encore miraculeusement en contact avec sa planche qui semble transformée en tapis magique. Des gros plans de tous les squatteurs. Phil, dont le regard un peu trouble laisse deviner qu'elle vogue dans ses galaxies privées. Bull, qui pensait que personne ne la regardait et qui mord à belles dents dans une énorme cornet de crème glacée dont une grosse goutte coule sur le menton. Mohamed, torse nu, tatouage bien visible, en train de se coiffer devant un grand miroir dans lequel se reflètent les vieux murs de pierre de la sacristie et quelques pans de vitrail. Blondie Breaker, qui se fustige du regard, visiblement en désaccord sur un sujet quelconque, et plusieurs gros plans de Raphaël lui-même jouant de la flûte, marchant dans la rue, dormant sous le clocher abandonné, l'air confiant comme si rien de mal ne pouvait jamais lui arriver tant qu'elle sera là. L'adolescent perd temporairement l'usage de la parole. Blue possède un talent fou. Ses portraits se révèlent à la fois pudiques et indécents. Toutes sortes de gens paieraient une fortune pour qu'il les prenne en photo. Il en est convaincu. Extraordinaire, parvient-il finalement à articuler. J'ai jamais vu rien de pareil. Voyons l'ange, le rabroue la photographe. Tu exagères. Absolument pas, je t'assure. Il faut organiser une exposition. Oui, exactement. Vernissage, autographe et tout le tralala. Une fois lancé, Raphaël ne s'arrête plus. Je vais en parler à Jésus. Il pourra nous prêter la salon de la Maison Blanche. Tu auras un succès monstre. Grand fou, va, riposte l'adolescente, un peu habituée aux compliments et un peu désarçonnée par l'enthousiasme de son ami. Cesse tes flatteries et suis-moi. Le travail sérieux débute dans un instant. Raphaël ne poursuit pas la discussion. Toutefois, il est bien déterminé à mener son projet à terme. Jésus l'aidera certainement. Pour le moment, elle se contente de suivre Blue qui pénètre à nouveau dans la chambre noire. Il meurt d'envie de voir par lui-même comment ces petits bouts de plastique brunâtres vont se métamorphoser en grandes photographies sur papier glacé. Dans le placard, toujours chichement éclairé par l'ampoule rouge, Blue prépare 4 bacs qu'elle range côte à côte sur la table de travail. Telle une alchimiste, elle y verse des mesures bien précises de différents produits chimiques qu'elle dilue d'abord avec de l'eau du robinet. Elle explique au fur et à mesure en désignant chacun des bassins. Développement, bain d'arrêt, fixateur et bain de lavage. Elle tire ensuite sur une housse de plastique qui recouvre un appareil composé d'une plaque de verre, d'une colonne sur laquelle
coulisse un mécanisme constitué d'une lentille et d'une ampoule électrique. La grande sœur, figure-toi que je l'ai repêché dans les poubelles de l'école des beaux-arts. Breaker l'a réparé pour moi. Il fonctionne à merveille. Blue branche la machine dans une prise de courant. Raphaël s'esclaffe. J'espère que tu as pensé à remercier l'inspecteur municipal. Non seulement il te laisse l'eau courante, mais en plus il t'approvisionne en électricité. Il me faudra surtout remercier le voisin, lui souffle Blue. Je te montrerai. Elle met l'agrandisseur en fonction et fait glisser l'ampoule et la lentille du haut en bas jusqu'à ce que le faisceau de lumière éclaire un rectangle d'environ 20 cm par 28, la grandeur d'une feuille de papier photo s'endort. Une fois ces ajustements complétés, elle éteint l'ampoule. L'adolescente étend maintenant les bandes négatifs sur une feuille de papier photo et les couvre d'une vitre épaisse. « Regarde !» inquiète-t-elle à Raphaël en glissant sur l'agrandisseur les négatifs alignés sur la planche contact. Elle rallume l'appareil, attend un peu, puis le place à nouveau en fonction. « Que la magie commence !» déclare-t-elle alors en déposant le papier exposé dans le premier bac. Agitant doucement le récipient, elle attire l'attention de Raphaël, ce phénomène qui se déroule sous leurs yeux. Sur la feuille vierge apparaissant graduellement des images, une série de petites photos de la même dimension que les négatifs dont elles proviennent. Ensuite, elle transfère le tout dans le bain d'arrêt à l'odeur vinaigrée une trentaine de secondes. Pour stopper la réaction chimique, sinon on n'y verrait rien, précise Blue. À l'aide de pince, l'adolescente prélève la feuille et la plonge quelques minutes dans le troisième bac. Pour fixer l'image, annonce la photographe. Elle termine l'opération en lavant le papier photo à grande eau dans la quatrième bassine. Finalement, elle fait voir à Raphaël le résultat de ce premier tirage. Minuscules, les photographies prises la veille s'étalent sur une seule page. Elles choisissent celles qui leur paraissent les plus intéressantes et reprennent le processus de développement. Un seul négatif à la fois. Celle-là s'avère encore plus spectaculaire. Les gros plans des visages apparaissent graduellement dans les bacs remplis de liquide. Blue le brasse un peu pour uniformiser le processus. L'éclairage rouge qui règne dans le placard transformé en laboratoire ne permet pas d'apprécier toutes les subtilités des nuances de gris, noir et blanc. Néanmoins, l'adolescent distingue parfaitement sa propre frimousse, flottant entre deux eaux. Et maintenant, une nuit sur la corde à linge, rigole la jeune fille qui suspend les clichés sur une cordelette. Raphaël rit lui aussi en songeant que, dans la bouche de sa grand-mère, cette expression désigne une nuit de bambouche particulièrement crevante. Les mains sur les hanches, Raphaël examine leur production. Une photo de lui, rêveur, une de Jésus chantant et s'accompagnant à la guitare, une autre de skate riant aux éclats, la planche sur la tête, après une chute plus spectaculaire que dangereuse. Cet examen lui confirme le talent de Blue. « Il faut que tu m'enseignes tes secrets, supplie-t-il. »« Si tu te montres gentil, lui répond Blue. »« J'ai bien dit si, souligne-t-elle. »« Tout ce que tu veux, consent Raphaël. »« Tout ?» répète l'adolescente. « Tout !» affirme son apprenti. « Laisse-moi réfléchir, minot de Blue en s'écarçant le menton. »« Ah oui, je crois que j'ai une idée pour commencer. » Blue et Raphaël se trouvent sur le plancher du clocher. Au-dessus d'eux s'étale la coupole qui semble si petite du sol, mais qui est en réalité immense. Sans les cloches qu'elle abritait autrefois, elle a l'air triste et abandonnée. « Joue !» ordonne l'adolescente d'un ton faussement autoritaire. Pour rire, Raphaël claque des talons comme s'il se trouvait une parade militaire. « À vos ordres, mon commandant !» Elle dégage sa flûte de son étui et débute son récital. Blue s'assoit et appuie son dos contre la rambarde de pierre. Elle ferme les paupières. Tend une main vers un rayon de soleil, fait mine de le saisir et laisse la musique l'engloutir. Les notes s'envolent et rebondissent sur le dôme de campanile. Raphaël paraît jouer en duo, parfois même en trio, avec des anglos espiègles dissimulés sur le clocher. Blue se dit que si elle pouvait photographier la volée de croches et de double croches rieuses, elle verrait probablement les notes s'imprimer sur le papier sous la forme d'un ruisseau au fond pierreux où se bousculeraient des petits torrents d'eau pure et glacée. Au même moment, M. Guillemette quitte le poste de police. Il va d'un pas pesant sa petite voiture bleue d'agent de stationnement. Ses recherches ne l'ont mené nulle part. Il vient de passer 2 heures à scruter à la loupe, littéralement, des dizaines de photos d'adolescents portés disparus. Aucune trace du frère de Blue. Monsieur Guillemette a la tête pleine de tous ces visages. Certains ne paraissent pas avoir plus de 12 ans, avec les joues rondes de l'enfance et un regard limpide, enjoué.
d'autres aux airs frondeurs et désabusés, semblant déjà vieux. Aucun ne ressemble au flûtiste. L'agent pousse un long soupir. D'où vient ce jeune qui a atterri dans les rues de la grande ville? Que fait-il? Car M. Guillemette en est persuadé. L'ami de Blue n'est pas dans la rue par choix. Non, celui-ci tente d'échapper à quelque chose. Sûrement des incidents peu reluisants impliquant sa famille. Sinon, celle-ci aurait déjà signalé sa disparition. Déjà qu'il travaille pour la ville, l'agent a entendu bien des histoires navrante, mais elle ne s'y habitue pas. Il décide d'aller parler à Jésus, l'intervenant dans la Maison Jaune. Elle demande de se renseigner discrètement sur le nouveau venu. Qui sait, il existe peut-être une manière de lui venir en aide, avant que la rue ne l'avale tout fond.